Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans des écrits de blog assez forts qui datent de mars 2008. Ils sont signés du docteur Murad Agha Dafti Dardar et ils offrent un regard, disons, sans concession, souvent même assez mordant, sur le monde arabe de l'époque. Notre but, c'est d'aller chercher un peu l'essence de cette critique. On va parler de désillusion politique, de difficultés socio-économiques aussi, et puis de cette question complexe de l'unité arabe et ce sentiment d'être surveillé en permanence. C'est, je pense, une analyse assez fascinante qui nous attend. Bon, on y va. Alors, ce qui frappe tout de suite, c'est la critique de la façade politique. L'auteur, il parle des réunions de dirigeants arabes comme de, je cite, « sommeil de la frustration et de la désintégration ». C'est fort. Oui, c'est très fort. Et il vise particulièrement celui de Damas en 2008. Exactement, il l'appelle le sommet pour qui est présent. C'est ironique, bien sûr. Il souligne ce fossé énorme entre les slogans genre « Ya Hala bin Nashama », ces grandes formules d'accueil, et puis l'incapacité à traiter les vrais sujets, la pauvreté, les droits humains mis de côté, le sort des réfugiés, comme ces Palestiniens bloqués aux frontières. C'est ça. Et ça révèle vraiment une profonde désillusion, je trouve. Ces textes, ils n'arrêtent pas d'opposer la rhétorique, le discours sur l'unité arabe, et puis la réalité. Une réalité qu'ils voient comme fragmentée, voire marquée par des unifications qu'ils jugent forcées. Ils donnent des exemples. Oui, il cite le Yémen, l'invasion du Koweït par l'Irak. L'influence syrienne au Liban aussi. Tout ça, pour lui, c'est une unité de façade. En fait, la seule unité qui semble exister à ses yeux, et c'est assez tragique, l'unité dans la souffrance partagée. Oui, et cette souffrance partagée, ça nous amène directement au cœur des problèmes économiques et sociaux qu'il décrit, n'est-ce pas? Pour lui, le vrai ciment du monde arabe, à ce moment-là en tout cas, c'est l'épreuve commune. La hausse du coût de la vie, il appelle ça la guerre du pain, la pauvreté qui monte, le chômage, la classe moyenne qui s'effrite. C'est ça. Et du coup, les grandes causes, même importantes comme la Palestine ou l'Irak, elles semblent passer au second plan. L'urgence, c'est la survie au quotidien. Il utilise cette image très forte de l'armée cherchant sa pitance. Oui, c'est une image marquante. Et si on relie ça à la situation de 2008, on voit bien le risque d'instabilité sociale que l'auteur sentait venir. Il s'inquiétait d'ailleurs pour l'Égypte. Il craignait que la crise économique mette le feu aux poudres dans la rue, même s'il notait que la culture populaire là-bas était plutôt contre la violence politique, traditionnellement. Et puis, il y a ce paradoxe qu'il soulève, une résistance parfois féroce contre un occupant extérieur, mais en même temps, une sorte d'acceptation ou de résignation peut-être face à la tyrannie locale. C'est vrai. Et cette pression économique, ce manque de contrôle sur son propre destin, ça s'ajoute à un autre thème très présent, le sentiment d'être constamment surveillé. Il a cette phrase terrible « Souris, arabe, tu es surveillé ». Ça fait froid dans le dos. Oui. Il décrit une surveillance de tous les instants, du berceau à la tombe, dit-il, exercée aussi bien par les régimes en place, avec leurs espions, leurs informateurs, les assassins et bassassins comme il les appelle, que par les puissances étrangères, avec les satellites, les écoutes. Et même la collecte de données via les médias, les demandes de prêts bancaires, les cybercafés, c'est partout. Et là, ce qui est interpellant, c'est la question de l'espace privé, qui disparaît complètement. Et le niveau de contrôle exercé, avec cette ironie amère qu'il pointe, ces régimes obsédés par le secret vis-à-vis de leur peuple, seraient en fait complètement transparents pour les puissances étrangères. C'est un peu le comble. Ah oui, il prend l'exemple du régime syrien. Exact, qui se dit incapable de résoudre les assassinats politiques au Liban, alors même qu'il est censé tout surveiller. C'est pour le moins paradoxal. Et au milieu de tout ça, de ces enjeux politiques, sécuritaires, il touche aussi un mot de la culture, plus brièvement mais quand même. On sent une inquiétude chez lui face à ce qu'il voit comme un recul de la langue arabe, au profit des langues des anciens colonisateurs. Il note même avec ironie que des mots comme « hello » ou « hi » pourraient venir de l'arabe d'ailleurs. C'est une petite pique intéressante. Et il critique aussi un certain tourisme, parfois plus tourné vers, disons, le vice que vers la richesse culturelle réelle. Oui, et ces remarques sur la culture, ça s'inscrit dans son diagnostic plus large d'une crise identitaire, d'une perte de souveraineté culturelle qu'il perçoit très fort en 2008. Ça traverse vraiment tous ses écrits de cette période. Donc, pour résumer un peu, le tableau qu'il peint en 2008 est quand même assez sombre. On a ce sentiment de stagnation politique, un leadership qu'il juge complètement défaillant,
un désespoir socio-économique qui est palpable, et puis cette tension, ce paradoxe entre une surveillance écrasante et en même temps une absence d'autonomie réelle pour les individus comme pour les sociétés. C'est une critique vraiment directe des dynamiques qu'il observait. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question, peut-être pour réfléchir après notre échange. Si on part de cette analyse de 2008, très incisive, comment est-ce que ces enjeux, la désillusion, la précarité, la surveillance, cette recherche d'unité, d'autonomie, comment tout ça a évolué depuis? Est-ce que ça a persisté? Est-ce que ça s'est transformé dans le monde arabe au fil des années qui ont suivi? Voilà, c'est une piste de réflexion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette exploration.